Amis internautes, bonjour. Je vais vous parler ce soir d'une des grandes figures de l'aviation française de la Première Guerre mondiale, Jean-Pierre-Marie Léon Bourjade, qui a utilisé Léon comme prénom d'usage. Il est connu, il est passé dans la postérité comme étant le prêtre aviateur. Je vais vous raconter quelle a été son histoire. Il est né le 25 mai 1889 à Montauban et ses parents habitent non loin dans un petit coteau aux environs de la ville où ils ont une très grande maison. Son père est contrôleur aux impôts. Ses parents sont très catholiques. Ils sont abonnés au journal La Croix et le jeune garçon va grandir dans un environnement fortement imprégné de catholicisme, voire même d'une pensée monarchique. On le décrit à ce moment-là comme étant gagné par les idées religieuses et donc il grandit dans une famille qui comporte au total 9 enfants, il est le 6e, et alors que ses 3 sœurs jouent à la dinette, lui, il joue au prêtre. Il organise des messes dont ses sœurs sont les spectatrices. Adolescent, ses parents, qui ont quand même des moyens, l'envoient dans un établissement catholique à Montauban, où il va suivre une scolarité secondaire, dépassant le cadre de la simple école communale, ce qui n'était pas donné à tout le monde à cette époque, car l'enseignement secondaire était payant. Il grandit dans un environnement qui est très particulier concernant la foi catholique, puisque c'est à ce moment-là qu'arrivent en France au pouvoir des hommes qui sont portés par une idéologie anticatholique, anti-religieuse, anticléricale en même. C'est là où le petit père Combes promulgue la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui ne s'est pas faite sans heurts, ni ne s'est faite d'un seul coup. Il faut savoir que dès l'année 1902, le gouvernement interdit les congrégations religieuses, puis les expulse, avant qu'on en vienne à cette fameuse loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, où les religieux qui étaient jusque-là des fonctionnaires d'État, payés par l'État, ne le sont plus. Une de ces congrégations religieuses, l'école des Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun, va entrer dans sa vie à ce moment-là, puisqu'on est en 1904, alors qu'il est au collège de Montauban. Un de ses camarades de classe qui était scolarisé dans cette congrégation religieuse, qui arrive dans son collège. Et bien, il va convaincre le jeune homme de devenir missionnaire. Le jeune Bourjade, à cette époque-là, lit les romans de Jules Verne et de Fenimore Cooper, et bien, il se convainc, avec l'aide de ce camarade, que sa vie, sa vocation, doit être une vocation aventureuse, mais pour devenir missionnaire et porter la parole de Dieu dans les zones les plus reculées du globe. Il a déjà l'idée à ce moment-là d'aller en Papouasie, où soi-disant les indigènes sont cannibales, pour aller les évangéliser. Donc il se met ça dans la tête, comme son frère aîné d'ailleurs, qui est scolarisé en même temps que lui. Il envisage évidemment de devenir prêtre. Il l'envisage à tel point qu'il néglige sa scolarité. On arrive en 1907, passe le bac, qu'il n'obtient pas. En 1908, il redouble, il le passe une deuxième fois et il obtient les épreuves écrites, mais il ne se présente même pas aux épreuves orales, avec l'assentiment de ses parents. Papa, maman, c'est décidé, je deviendrai prêtre. Donc ses parents acceptent et lui, il va partir à la congrégation du Sacré-Cœur, des Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun, qui s'est installé, qui a été expulsé de France et donc s'est installé à Canet-de-Mar en Espagne. Avant même de partir, il s'offre un pèlerinage à Lourdes. Il y va lui-même de Montauban jusqu'à Lourdes en bicyclette. Donc là, il va y passer 1 an et il va commencer son apprentissage, son noviciat de prêtre. Et il va découvrir dans la bibliothèque de la congrégation un ouvrage intitulé « L'histoire d'une âme », qui est le récit, peut-être romancé, de la vie de Marie-Françoise Thérèse Martin, plus connue sous le nom de Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux, et, qui est une jeune religieuse qui est décédée à 24 ans, en 1897, de la tuberculose. Replaçons-nous dans le contexte. On est à la charnière du 19e et du 20e siècle, et l'Église catholique perd en France une très large partie de son audience. Il y a une société de libres penseurs, il y a
toute l'idéologie du parti radical, les radicales socialistes, qui dominent en fait toute la gauche jusqu'au centre droit de l'échiquier politique français. Et comme ces gens-là arrivent au pouvoir, ils sont quand même portés par des électeurs. Donc, surtout pour beaucoup dans les couches populaires et dans les couches de la société qui sont portées vers la science et le progrès, l'Église catholique n'a plus la cote, véritablement. À tel point que la hiérarchie catholique en France décide de lancer une offensive de communication et ce petit livre, L'Histoire d'une âme, est édité à ce moment-là. Ça va être un véritable succès de librairie puisqu'on comptera un tirage d'à peu près 1 million d'exemplaires jusqu'en 1915. Donc, Léon Bourjade trouve ce livre et il entre en communication spirituelle véritablement avec Sainte Thérèse de Lisieux. Il va tenir un journal intime et il va confier toutes ses peines, ses espoirs, ses chagrins à la jeune sainte, comme nous le verrons dans tout son parcours durant la guerre. En 1909, il quitte l'Espagne pour rejoindre sa congrégation qui finalement s'installe à Fribourg en Suisse, où il continue ses études religieuses. Et en 1910, il est rattrapé par ses obligations du service militaire. À l'âge de 20 ans, il doit faire son service national et il l'effectue au 23e régiment d'artillerie de campagne qui est à Toulouse. Là, ses supérieurs voient arriver ce jeune homme de 21 ans. Et il est éduqué, certes, il est poli, mais il le trouve très rêveur et, encore une fois, d'une autre planète, à tel point qu'on a, sur son dossier militaire, une appréciation de ses supérieurs, dit, à la rigueur, peut faire un chef de pièce, mais guère plus. Il donne simplement des galons de caporal, sans plus, et 2 ans après, en 1912, il a terminé son service militaire, il retourne à Fribourg pour terminer ses études religieuses. Le 28 juillet 1914, un de ses frères se marie et il obtient une permission. Il revient à côté de Montauban, au domicile familial, mais malheureusement la cérémonie, la fête va être écourtée. C'est la déclaration de guerre. Et Bourjade est appelé sous les drapeaux en même temps que ses frères, donc il part au 23e régiment d'artillerie de campagne avec lequel il va se battre. Il va combattre en Belgique, il va participer à la bataille de la Marne et donc il est affecté à une batterie de canon de 75. Rapidement, il est promu au grade de sergent, il prend du galon et au mois de février 1915, il est affecté à une spécialité qui commence à se développer dans l'armée française, ce sont les crapouillots. Crapouillots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mortiers de tranchée qui sont capables d'envoyer des obus de gros calibre après un tir pratiquement vertical dans les tranchées ennemies. Donc là, il va passer pratiquement 2 années dans les tranchées, et ça va être une guerre très très difficile puisque bien souvent les batteries de crapouillots sont prises pour cible par l'artillerie ennemie et qui font pleuvoir sur elles des obus de gros calibre qui font s'effondrer les tranchées où ils sont mises et quelquefois les servants sont pratiquement enterrés vivants. Cette arrive à Léon Bourjade qui plusieurs fois doit s'extirper de terre pour rejoindre l'air libre. Alors il obtient une citation, il participe même à des expéditions dans les tranchées, bref, il fait une guerre très très difficile. Et au début de l'année 1917, le 28 mars 1917, il est accepté dans l'aviation où il s'est porté volontaire. On apprend d'ailleurs dans la correspondance qu'il adresse à sa famille que, il pense, après la guerre, devenir missionnaire. Il pense que piloter un avion lui sera utile pour rejoindre les zones les plus reculées de la jungle. Dans l'aviation, il commence son apprentissage dans les écoles de pilotage et quelques frayeurs en vol. Il est à l'école d'Avord et il obtient son brevet de pilote militaire sur Caudron G3 le 17 juin 1917. Et le 7 juillet 1917, il échappe de peu à une collision en vol. Son journal intime, dédié à Sainte Thérèse, nous indique « Ce soir, à mon premier vol seul sur Nieuport 23 mètres, je descendais moteur coupé, un peu préoccupé de mon terrain lorsqu'à 8 ou 10 mètres de moi, j'aperçois une double commande qui m'arrivait dessus. Il n'y avait rien à faire qu'à attendre et espérer un croisement providentiel. Et nous nous sommes croisés en effet. La queue de mon appareil est passée sous l'aile de l'autre.
mais comme mon cœur battait fort, ma pensée était pleine de vous. Oui, c'est bien vous qui avez inspiré au pilote de l'autre appareil une âme qui vous aime beaucoup aussi, cabrer rapidement, ce qui a permis que le croisement se fasse. Il part ensuite à l'école de pilotage de Pau pour y être instruit au pilotage d'avions de chasse. Puis le 13 septembre 1917, se retrouve affecté dans une escadrille du front, c'est l'escadrille N159 qui stationne sur le terrain de Chaux, près de Belfort. Alors, c'est une escadrille qui vole sur chasseur Nieuport et c'est un chasseur qui est quelque peu dépassé. Les véritables avions de chasse les plus performants, ce sont les chasseurs SPAD. Cette escadrille n'en a pas parce qu'elle est affectée sur le front des Vosges, qui est un front secondaire. C'est une escadrille de seconde zone, disons-le clairement. Et elle a pris pour un signe le crocodile, qui est peint sur le fuselage des Nieuport. Donc cette escadrille, elle va quand même attirer son attention, l'attention des médias, puisque le 20 octobre, à l'aube du 20 octobre 1917, elle descend à rien de moins qu'un zeppelin. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo sur les zeppelins que j'ai effectué il y a quelque temps. À ce moment-là, Bourjade n'a pas participé du tout à l'exploit parce que tout simplement il n'avait pas d'appareil. Et il lui faut attendre la toute fin de l'année pour qu'on lui affecte enfin un chasseur Nieuport. Ce chasseur Nieuport, il va vouloir le décorer de symboles religieux pour montrer sa foi. Il faut savoir que ceci n'est pas du tout toléré, même interdit par le règlement dans les armées de la République. On n'a pas le droit d'aller au combat en arborant des insignes religieux, encore moins le Sacré-Cœur. Donc c'est délicat pour Bourjade et il réussit à installer derrière le cockpit un fanion avec l'insigne du Sacré-Cœur. Alors il profite plus ou moins d'ailleurs d'une vacance dans le commandement de l'escadrille, puisque le chef de l'escadrille N152, le lieutenant Lefebvre, après avoir attaqué le Zeppelin, il avait décollé sans son casque de vol et il a attrapé une pneumonie. Pendant qu'il est en train de se soigner et qu'un autre chef de l'escadrille, Bourjade en douce, hop, il met le fanion du Sacré-Cœur. Et ça, le nouveau chef d'escadrille, qui est le lieutenant Louis Delrieux, qui va être d'ailleurs un futur pilote des lignes aéropostales, des lignes Latécoère, ne l'apprécie absolument pas du tout. Alors, il y a quelques discussions orageuses et Bourjade fait ses premières missions à ce moment-là. On est dans l'hiver 1917-1918 et il a une première rencontre avec un avion ennemi sans succès véritablement. Et le 27 mars 1918, il réussit à attaquer un ballon captif ennemi. C'est une cible assez facile, parce que les ballons captifs, ce sont des ballons gonflés à l'hydrogène, et suspendu à ce ballon une nacelle avec un observateur qui, à la jumelle, il est équipé d'une TSF, observe les tranchées ennemies et dirige en fait le tir des batteries d'artillerie. Les Allemands en ont, les Français en ont, et descendre ces ballons est considéré comme un sport dangereux, puisqu'ils sont en fait défendus par des batteries anti-aériennes qui sont disposées tout autour. Donc là, on en attaque un, sans succès, et puis finalement, le 27 mars 1918, il réussit à en descendre là. Il confie dans son carnet, 2 ans de séjour aux tranchées comme crapouilloteur m'avait laissé des Draken un souvenir si désagréable que le jour où je vis s'effondrer en flammes ma première victime, c'était mieux qu'une victoire, c'était une revanche. 3 fois en quelques jours, attiré par ce gros gibier, l'inexpérience, le trac aussi m'avait fait échouer. Je commençais le tir de trop loin et ma mitrailleuse s'enrayait. Quoiqu'un peu refroidi, je n'attendais qu'une occasion pour recommencer. Elle se présenta bientôt. Ce jour-là, 5 Nieuport patrouillaient de Münster à Thann. Un superbe ballon faisait le guet en bas, assez loin, à 10 km environ. J'étais en queue du groupe et ruminais attentivement mon attaque. Déjà, nous avions dépassé la saucisse. L'observateur, un moment en alerte, avait dû reprendre son réglage ou sa surveillance des tranchées. Sans trop me détacher des autres, je reste à la traîne, j'oblique insensiblement, puis d'un coup je plonge, je pique, je tombe droit sur ma proie. C'est une rude minute. Je sens de violents chocs dans ma poitrine. Je n'entends plus mon moteur, mais seul le sifflement de la chute.
À droite et à gauche, j'observe à la hâte mes ailes. Rien d'anormal. Le contour, oh, le régime de rupture, vite, un coup sur la commande du moteur. L'altimètre descend, mais trop lentement à mon gré. Et la saucisse, elle est là, bien en dessous. J'approche, elle grossit très vite. Zut, ma mitrailleuse n'est pas embrayée. Vlan, ça y est, un grand coup de poing. Tacata, tacata. Sans viser, je tire. Le ventre décoré de sa croix noire, l'énorme peau absorbe ma gerbe à bout portant. Maintenant, demi-tour et à pleine sauce, mais restons calmes. Trop de hâte pourrait tout perdre. De toute la force de mes sens, j'observe ma machine. Le moteur ronfle à souhait. Sur les cadrans, tout va bien. L'altimètre me tranquillise. Je suis à 700 mètres. Et elle, ratée. Cependant, j'ai failli lui rentrer dedans. Mais non, elle y est. Et quelle joie! Un petit point rouge se montre qui très vite grandit et tout s'effondre en flammes. Je file. Mon regard fouille partout, au-dessus, devant, derrière, à droite, à gauche. Pas le moindre point noir. Les balles lumineuses des mitrailleuses allemandes arrondissent trop bas maintenant leur trajectoire. Quelques obus craquent, mais le pointeur n'est sûrement pas un as. C'est égal, le retour est rudement plus long qu'à l'aller. Cette fois, cependant, tout se passait bien. Il n'en fut pas toujours de même. Pour le chasseur de Draken, ce moment-là est le plus dur. Plus d'un dut se jurer qu'on ne l'y reprendrait plus. Cette première victoire lui est homologuée et le 3 avril 1918, il reçoit une citation à l'ordre de l'armée qui confirme définitivement cette victoire. Qui plus est, le 3 avril 1918, c'est le jour même où il en descend un deuxième. Et à ce moment-là, comme il le dit, sa hiérarchie ne lui posera plus le moindre problème pour son fanion du Sacré-Cœur. Il raconte: je voyais les jets de balles aussitôt à ma droite, tantôt à gauche, au-dessus et dessous, ajouter la fête des coups de canon. Aussi, j'avoue que je serrais un peu les coudes pour me faire plus petit. Mais sœur Thérèse vole avec moi. Son chef d'escadrille, Del Rieux, abandonne définitivement la partie et lui permet d'arborer tous les symboles religieux qu'il veut sur son appareil, tant qu'il remporte des victoires. Et des victoires, il va en remporter d'autres. Beaucoup d'autres, toujours contre des ballons. Le 24 juin 1918, encore une fois sur le front des Vosges, c'est là où il obtient sa 5e victoire. Normalement, il est un as, mais à ce moment-là, le fait d'être un as a été, donne le droit à être cité nominalement dans le communiqué aux armées, a été repoussé à 10 victoires. Que cela ne tienne, Bourjade va l'obtenir très rapidement, le 15 juillet 1918. Il obtient le communiqué aux armées pour en fait sa 13e victoire, alors qu'il en a même 14. À partir de ce moment-là, c'est la gloire. Les journaux commencent à s'intéresser à lui et on le surnomme l'As Abbé, Abbé qu'il n'est pas, il n'est que novice. Il s'énerve même de certaines publications qui racontent qu'il n'attaque que des ballons captifs pour ne pas tuer ses victimes, car l'observateur allemand, lui, saute en parachute. Les observateurs étaient équipés d'un parachute, contrairement aux pilotes, aux équipages qui sont dans les avions qui n'en avaient pas à ce moment-là. Et bien ceci, c'est faux. Il le raconte d'ailleurs au journaliste Jacques Mortane. Plusieurs fois dans les journaux parut une interprétation de mes sentiments qui me surprit. Je n'ai jamais évité le moindre combat contre le Boche, que ce soit dans les tranchées ou en l'air, afin de ne pas verser le sang ennemi. Quelle singulière idée du devoir me prêtait-on là? La célébrité de Bourjade est maintenant bien là. Et pendant l'été 1918, la moindre de ses victoires est suivie, racontée, commentée par la presse de l'époque. Bourjade descend ballon après ballon et va descendre aussi un avion allemand et va se prendre une blessure au mois de juillet 1918 qui va l'éloigner quelque peu du front. Quand il revient dans son escadrille au mois d'août, eh bien, il a la bonne surprise de rencontrer un de ses camarades de l'école de prêtres de Fribourg, le père Henri Garin. Et eh bien, les deux hommes vont désormais voler ensemble et ce sont deux religieux qui vont partir à la chasse aux ballons, aux Draken, aux saucisses comme on les surnommait, et remporter plusieurs autres victoires. Malheureusement, Henri Garin ne verra pas l'armistice puisqu'il est tué au combat le 29 octobre 1917, le jour où Léon Bourjade remporte sa 27e et dernière victoire. Il termine la guerre avec ce score. Alors, certaines publications ont prétendu qu'il en avait 28, mais mon ami Claude Pomerol, qui a retrouvé le carnet de vol de Bourjade, a très bien pu éclaircir le sujet. Il a bien 27 victoires qui sont attestées par ce document. Démobilisé, Bourjade revient au mois de mars 1919 à l'école de Fribourg, terminer ses études religieuses et va être ordonné prêtre le 26 juillet 1921. Il n'est pas si désintéressé que cela par la guerre militaire parce qu'on trouve une lettre dans son dossier dans laquelle il écrit au
colonel du 59e régiment d'artillerie, auquel il a été rattaché durant la guerre, en lui faisant remarquer que ses dernières victoires n'ont reçu aucune récompense et qu'il serait bien qu'il soit nommé officier de la Légion d'honneur. Ce qui est fait, et la médaille avec le précieux ruban lui est remis en 1920. Après avoir été ordonné prêtre, le 26 juillet 1921, Léon Bourjade va accéder au rêve de toute sa vie. Il va être nommé missionnaire, va partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller évangéliser les indigènes. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une île de l'Océanie, au nord de l'Australie, et une ancienne colonie allemande pour la partie nord, hollandaise pour la partie ouest et qui appartient à l'Australie pour la partie sud. Il n'y a rien dans cette île, couverte de jungle, avec tous les moustiques et les maladies qu'ils véhiculent. Et bien le prêtre Léon Bourjade va évangéliser les Papous. Et ça ne va pas être le rêve idéalisé par les romans de sa jeunesse, mais un véritable enfer dans une jungle. Alors Léon Bourjade, au contact des indigènes, va faire ce que font les prêtres, va vivre à leur côté, il va essayer de les aider dans leur vie difficile. Il n'obtient pas énormément de conversions. À un moment, il se met à bâtir un pont et on note dans son journal que tout se ligue contre lui, la météo, les maladies. C'est un milieu véritablement très hostile. Le maréchal Joffre lui envoie une dotation de 500 francs pour qu'il puisse construire sa petite église, et périodiquement, les autorités australiennes, quand elles font des cérémonies commémoratives, l'invitent. C'est à ce moment-là qu'il remet son uniforme et ses décorations. Malheureusement, durant l'été 1924, le père Léon Bourjade est touché par les fièvres tropicales. Il est ramené à l'île de Yulé et va expirer le 22 octobre 1924 des fièvres après avoir reçu l'extrême onction. Le récit de sa vie et surtout l'annonce de sa mort vont venir en France et n'être signalés que dans des entrefilés dans la presse. Et par contre, une grande messe va être organisée aux Invalides en présence du général Gouraud et rassembler tous ses camarades d'escadrille. Il va être assez célébré, sa mémoire va être célébrée dans les années 30 par des organisations catholiques, et une organisation de scouts de l'air va prendre son nom. La ville de Montauban, sa ville natale, a érigé un monument en sa mémoire en 1935. Voilà qui était Léon Bourjade.